suis sur les toits du château de Saint-Germain, ce château de Saint-Germain qui a été construit par François Ier. C'est ici par exemple qu'est né Louis XIV. Et je vais retrouver Hilaire Multon, qui est le directeur du musée d'archéologie nationale et du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Hilaire Multon, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le directeur du musée d'archéologie nationale et du domaine de Saint-Germain. Alors, un mot quand même sur ce château construit par François Ier. Hein. Exactement. On est dans la cour donc, du musée. Il existait un château dès le Moyen-Âge. Pourquoi les rois venaient à Saint-Germain? Pour profiter de la chasse et de la forêt, évidemment. Ah oui. Et dès cette période-là, sous Louis VI, au début du XIIe siècle, il y a une attestation d'un château à Saint-Germain. Ensuite, Saint-Louis fait construire cette chapelle de gothique rayonnant, tout à fait impressionnante dans ses dimensions, qui est une des chapelles palatines d'Île-de-France, au même titre que la Sainte-Chapelle ou que la chapelle de Vincennes, qui a accueilli les reliques de la Sainte-Croix au retour de croisade, lorsque Saint-Louis rentre de croisade. Et puis François Ier, qui a l'amour de l'Italie, l'amour de l'architecture italienne, à la fin de son règne, confie à Pierre Chambige la construction d'un étrange pentagone, on le voit, irrégulier. Oui. Ce pentagone irrégulier, avec des toits en terrasse à la mode italienne. On voit d'ailleurs qu'on a le F de François Ier en monogramme, ainsi que la salamandre que l'on trouve dans tout le Val-de-Loire. On pense à Blois, on pense à Chambord, symbole donc de ce roi, qui s'est marié ici, dans la chapelle, avec Claude de France. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on connaît moins que Versailles, mais il y a eu beaucoup de choses. Alors, Louis XIV est né ici. Bien sûr, Louis XIV est né. Pas ici même, hein? Pas ici même, pas au château vieux, puisque Henri II, on est sous les Valois, peu après François Ier, décide de construire un château neuf. On est un peu à l'étroit, exigu. Voilà. Et jusqu'à la Seine, il confie à Philibert Delorme un grand chantier que Henri IV va accomplir à la fin du XVIe siècle. C'est une baignerie à l'origine, un lieu moins austère, moins formel que ce très étrange pentagone. Et c'est vrai que les rois de France viennent à Saint-Germain. Ils sont au Louvre, bien sûr, mais ils vont à Fontainebleau pour chasser. Ils viennent à Saint-Germain pour chasser. Et la première partie du règne de Louis XIV et de son père, Louis XIII, qui vit à Saint-Germain, c'est la demeure. C'est ici que ça se passe, le règne de Louis XIII. Tout le monde dit Versailles, mais au fait, voilà. Et Louis XIV, c'est ici jusqu'en 1682, date à laquelle le roi Soleil décide de partir. Mais l'affaire des poisons, elle se déroule ici, avec toutes les intrigues qui vont avec. Les aventures de Louis XIV avec Madame de la Vallière, qu'il repousse un peu loin, au bout, au château du Val, mais qui n'est jamais guère loin de lui. C'est ici. C'est ici. Madame de Montespan, c'est à Saint-Germain. C'est à Saint-Germain aussi, oui, et donc tout le début du règne, et même la préparation des guerres, on est en train de découvrir en nord de la forêt de Saint-Germain un camp d'entraînement des troupes de Louis XIV, le pouvoir est à Saint-Germain. Alors il y a un personnage important que vous connaissez bien, puisque vous y avez consacré votre thèse, c'est Napoléon III, grâce à qui ce château va devenir un musée d'archéologie. Exactement, puisqu'en 1855, la reine Victoria est en visite d'État en France. Elle se rend sur les traces de ses ancêtres, les Stuarts, puisqu'au départ de Louis XIV à Versailles, il y a quelque temps le château qui est vide, et puis Jacques Stuart, roi catholique, jacobite, cousin de Louis XIV, est accueilli à Saint-Germain pendant 20 ans, jusqu'en 1718. Prisonnier, plus ou moins? En exil. En exil, contraint par les Orange-Nassau qui ont pris le pouvoir en Angleterre. Et de ce fait, il y a une tradition britannique très forte dans la ville de Saint-Germain, anglo-saxonne, et Louis XIV accueille son cousin. Et Victoria vient sur les traces de ses ancêtres, découvre un château en ruine, peu digne, et donne l'idée... Oui, c'est mal entretenu, là. Hein, c'est très mal entretenu. D'ailleurs, on aura l'occasion de le montrer dans les mois qui viennent avec une belle exposition photographique consacrée à ce sujet dans cette cour. Eh bien, en 1862, Napoléon III, fou d'archéologie, décide de créer un musée des antiquités nationales. Les antiquités grecques, étrusques et romaines, elles sont au Louvre. Mais l'idée de l'empereur était de voir tout ce passé, ces cultures matérielles qui gisaient dans le territoire de la Gaule depuis les origines de l'humanité jusqu'à l'époque romaine. Et c'est à Saint-Germain qu'il installe, avec Alexandre Bertrand comme premier directeur et tout un comité, ce musée qui est inauguré en 1867. Donc nous avons fêté les 150 ans. 150 ans. Voilà. Donc cette tradition s'est poursuivie de garder donc ces trésors d'archéologie nationale. D'archéologie, avec quand même, voilà, il y a eu des rénovations, il y a eu des salles qui ont disparu. Bien sûr. Bien sûr, c'est une histoire des musées en réalité, ce musée. Une création avec une forte pédagogie, des outils, des moulages, des reconstitutions d'armes de guerre grandeur réelle, des balistes de la guerre des Gaules à grandeur réelle, et puis surtout des changements, puisque Malraux, passionné d'archéologie, vient à Saint-Germain et va rénover le musée, va resserrer le nombre de salles. Il y avait plein de salles, il en fait une quinzaine, c'est ça? 18 exactement. 18, ouais. Et puis dernièrement, en mars 2012, les nouvelles salles gauloises, inaugurées il y a peu, qui ont vraiment rencontré leur public et leur succès. Les Gaulois sont revenus à Saint-Germain, et c'est vrai, on l'attendait depuis 10 ans, avec les fouilles découvertes dans les dernières années, une fois que l'archéologie préventive a accompagné, on le sait aujourd'hui en France, on a un système très intéressant, lorsqu'il y a un aménagement, un aéroport, une route, il y a de l'archéologie. Est-ce qu'on pourrait regarder peut-être la galerie des Gaulois? Bien sûr, allons-y, allons la voir. Vous allez nous montrer quelques pièces remarquables. Quelques pièces.
Hilaire Multon, alors on se trouve dans la galerie de Gaulois, on va faire un passage très rapide, hein, c'est juste pour donner comme ça quelques idées pour que les gens viennent. Parce que ça... Alors là, on est dans la salle qui est le char de Roissy, alors ça s'appelle comme ça parce qu'on l'a trouvé là où il y a l'aéroport de Roissy. Hein. Exactement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc, ces salles qui ont été inaugurées en mars 2012 ont eu l'idée de retrouver ce qu'était la muséographie originelle. On retrouve cette couleur pourpre en réalité, et puis la redécouverte des plafonds. On ne fait plus d'amuser une boîte noire dans un château, mais on redécouvre cette dimension de dialogue entre l'architecture et les collections exposées. Et donc ces collections d'Arcel sont tout à fait impressionnantes, et on a ici reconstitué dans les 2 tombes à chars qui ont été découvertes au moment où il y a eu une expansion, un accroissement de l'aéroport de Roissy, grâce à l'archéologie préventive, 2 tombes à chars de personnages de haut rang, guerriers, avec dans les coffrages à l'intérieur toutes les pièces qui montrent l'apparat et l'importance de ces chars qui étaient surtout des chars de cérémonie. Hein. D'accord. Ils sont enterrés avec donc. Ils sont enterrés avec pour signifier leur rang, précisément. Leur rang, leur appartenance à l'élite, à l'aristocratie. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et donc, dans cette tombe à chars, on est en dialogue vraiment à ce qui a été l'origine du musée. Puisque dans les années 1860-70, il y a énormément de tombes à chars d'Arcelt qui sont découvertes notamment dans le nord-est de la France. Ici, grâce à l'archéologie préventive, on trouve évidemment et on complète ces collections. On a reconstitué les 2 roues du char, l'ampleur, avec évidemment tout à fait considérable. Mais il ne faut pas considérer que ce sont des chars d'assaut, d'attaque. Non, c'est une cérémonie d'apparat, hein, avec les clavettes qui vont avec, dans un bronze et un cuivre mêlé qui fait la spécificité de cet artisanat Arcel. Il faut vraiment rendre hommage à Laurent Olivier, conservateur en chef et responsable des collections des âges du fer, qui était le maître d'œuvre scientifique, avec Joël Brière, de ce travail de redécouverte véritablement de l'art gaulois. On a souvent nos ancêtres les Gaulois, avec un brin de barbarie, on découvre une finesse, un raffinement. Il y a un art qui se dégage dans la culture celtique, avec des formes zoomorphes d'animaux qu'on ne sait pas très bien distinguer, la grenouille, l'hippocampe, qui montrent également une conception symbolique extrêmement élevée. On a même des éléments qui font penser à la référence à Pythagore et à la divination, au fait de se projeter dans le futur chez les Gaulois, dans un certain nombre de ces tombes. Et à Roissy, on pense qu'il s'agit peut-être de la tombe d'un druide, de celui qui avait une fonction symbolique et religieuse dans la société gauloise de l'époque. Donc on découvre vraiment un art et une civilisation finalement. Un art et une civilisation, et c'était dès les origines du musée tout à fait important. N'oublions pas que Napoléon III finance sur ses fonds personnels les fouilles à Alésia. C'est Alésia qui est là. C'est Alésia. Oui. On va le voir. Il y a un dessin politique. On peut peut-être aller voir absolument. Le plan d'Alésia. Absolument. Hilaire Multon, donc nous sommes devant les vitrines qui racontent la fameuse bataille d'Alésia. Oui, la fameuse bataille d'Alésia à Lys-Saint-Traine, hein, dans la Côte d'Or actuelle. On est sûr ça. C'est contesté. C'est contesté, mais les preuves archéologiques qui sont données ici, en plus de la source littéraire, la guerre des Gaules de César, bien sûr. Là, on a tous les éléments qui ont été découverts par les archéologues au XIXe siècle, au moment où il y a les fouilles sur Napoléon III, les années 1860, et puis par des fouilles récentes d'une équipe franco-allemande, et notamment avec Michel Rédé, côté français. Donc on a ici du matériel de guerre, on le voit, les clous des légionnaires romains, les hombos des boucliers, les flèches, les grilles, on n'a rien inventé finalement, hein, pour faire en sorte que les campements se passent dans de meilleurs délais, et puis un peu plus loin, évidemment, tout un tas d'éléments qui montrent l'esprit dans lequel cette bataille s'est organisée, les catapultes. Donc en fait, à Lys est un lieu où, sur le plan archéologique, on a des traces d'une bataille tout à fait massive et importante. Vous savez que Vercingétorix coordonne les armées de la Gaule, c'est un chef Arvergne, et c'est un siège qui va durer, et on a là les attestations en miroir par l'archéologie et les traces matérielles de la bataille, de ce que nous décrit César dans la guerre des Gaules, c'est-à-dire la prise lente, difficile du siège et de l'oppidum d'Alésia. C'est ça. C'est formidable. Parmi les nombreuses preuves archéologiques du fait que Alésia est bien à Alésia, si j'ose dire, ou à Lys-Saint-Traine, on a d'abord les fameux fossés, les doubles fossés, puisque les armées de César, les armées romaines, étaient enserrées par deux fossés pour éviter une descente de l'assaillant et des soutiens extérieurs. La contrevallation et la circonvallation, les deux fossés, on les a retrouvés dans le domaine archéologique. Et César en parle dans la guerre des Gaules. Et puis, autre preuve archéologique, c'est la numismatique, la monnaie, les monnaies que l'on trouve, et notamment ce sesterce en or, qui fait référence et qui a une inscription en référence au chef Arverne, en l'occurrence Vercingétorix, qui a coalisé les ennemis de César dans la Gaule de l'époque. Donc on a là une preuve archéologique, au-delà des monnaies que l'on a découvertes dans d'autres disciplines, et du fait de son caractère précieux, de l'importance de ce siège, de son caractère stratégique et de la présence des armées gauloises coalisées contre la présence romaine dans cette Gaule qui va dessiner un nouveau paysage en réalité en Occident avec la naissance du monde gallo-romain, avec des emprunts assez étonnants. Alors voilà, il suffit de venir ici à Saint-Germain dans ce musée pour voir tout ça.